Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro d'Opinion, nous recevons sur ce plateau M. Moussa Touré. Il est un ancien président de la commission de l'UEMOA et présentement, il est le président du Parti citoyen pour l'éthique et la transparence, Set Diaring Samareo. Bonjour et bienvenue, M. Touré. Bonjour, Ndeye Fatou. Alors, pour briefer un peu nos auditeurs et téléspectateurs, Moussa Touré, vous avez été ministre chargé de l'économie et des finances de mars 1990 à avril 1991, de octobre 1991 à avril 1996, ambassadeur du Sénégal en République fédérale d'Allemagne, du mois d'avril 1996 au mois de janvier 2004, président de la commission de l'UEMOA. De retour au Sénégal, vous êtes devenu actif dans le landerneau politique par le biais des assises nationales dont vous étiez le président de la commission politique extérieure, intégration africaine et migration, candidat malheureux aux élections locales de 2009 et 2014 à la mairie de Fass-Colobane-Gueule-Tapée. Depuis 2013, vous avez implanté votre formation politique, le Parti citoyen pour l'éthique et la transparence, Set Diaring Samareo. A-t-on dit l'essentiel? Tout à fait exact, Ndeye Fatou. Oui. Alors nous allons démarrer avec vous par le rapport du FMI qui met les perspectives de croissance qui demeurent favorables au Sénégal. Sur ce, l'institution projette un taux de croissance de 6,6% pour 2016 contre 6,5% en 2015. À ce titre, attestez-vous que notre économie respire la bonne forme? Merci Ndeye Fatou, mais avant cela, je voudrais d'abord vous saluer. Merci. Saluer vos collaborateurs et collègues du groupe Walfadjri. Merci. Et saluer et souhaiter un bon dimanche aux Sénégalais qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Le Fonds monétaire international a communiqué ces informations que vous venez d'indiquer, ce qui est une chose positive en soi, et nous nous en réjouissons. Il reste que, comme je l'ai toujours dit, il faudrait que nous ayons plus d'ambition. C'est-à-dire? Parce que passer de 6,5 à 6,6, ce n'est pas des progrès énormes. Et comme je dis toujours aussi, bien qu'on dise comparaison n'est pas raison, il faut comparer ce qui est comparable. C'est vrai, 6,5% de croissance, 6,6% dans l'absolu, c'est un bon taux de croissance. Et il faut s'en féliciter, comme je le dis. Mais par ailleurs, nous sommes dans un environnement. Oui. Et un environnement qui bénéficie d'un certain nombre de facteurs positifs et qui font que l'environnement, globalement, est en progrès. Et je l'ai dit et je le répète, même si ces chiffres sont relativement bons, oui. Lorsqu'on prend la moyenne de la zone UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA, nous sommes en dessous de la moyenne, qui est de 6,7%. Donc on ne fait pas mieux que les autres. On ne fait pas mieux que les autres. On fait même moins bien que la plupart lorsqu'on considère que dans l'espace UEMOA, il y a des pays qui sont relativement en mauvaise santé. Il y a la Guinée-Bissau qui est dans l'état que nous connaissons. Il y a le Mali qui traverse une crise de rébellion extraordinaire qui dure et perdure. Et il y a le Burkina Faso qui sort à peine d'une crise assez profonde et d'une transition. Donc, le tout pris en considération, c'est vrai, nous avons 6,5, 6,6. Et je crois même qu'en Afrique, nous sommes parmi les pays qui ont le plus grand progrès en matière de croissance. Mais je dois dire encore qu'en tant que Sénégalais, nous devons être plus ambitieux, plus exigeants et faire plus que la moyenne de l'UEMOA au moins. Si nous ne pouvons pas faire autant qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui caracole autour de 8,9%. Vous mettez le cap sur les croissances à 2 chiffres. Tout à fait. Oui. C'est ce qu'il faudrait. Un autre élément qu'il faut ajouter, 6,6 c'est bon, mais il faut replacer ce taux de croissance dans le contexte de l'environnement économique sénégalais et plus particulièrement de ce que l'on appelle le PSE. Dans le PSE, déjà en 2015, le taux de 6,7% était prévu. Et 2007, 7%. Ce qui veut dire que même si 2017, nous faisons des progrès, oui, nous sommes en deçà d'un élément fondamental qui est la base du PSE, puisque c'est la croissance qui sous-tend tous les projets
et toutes les projections du PSE, nous sommes en deçà de ce qui a été prévu, ce qui a servi de base de calcul pour faire les projections du PSE. Selon vous, comment les calculs ont été faussés? Non, parce que nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous avions comme ambition. Parce que, Ndeye Fatou, c'est vrai que lorsqu'on lit ces rapports-là, on se focalise sur les chiffres. Et vous savez, le Fonds monétaire, comme la Banque mondiale, sont devenus des organisations de diplomates. Elles fonctionnent par diplomatie, c'est-à-dire on ne dit pas les choses ouvertement. On les sous-entend, on les présente avec finesse. On maquille les chiffres. Dans ce même rapport, les chiffres sont vrais, mais dans ce même rapport, qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Le Fonds monétaire demande une amélioration nette de la gouvernance économique au Sénégal. Mais rien que cette phrase-là, ça met à nu tous les défauts, tous les manquements, toutes les insuffisances qui ont été relevées dans le cadre de la conduite de la politique économique au Sénégal. En quoi? Mais en quoi? Par exemple, je vais vous dire 2 ou 3 choses. Vous savez, nous avions, je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, quand je dis nous, c'est le Sénégal, ce n'est pas ma décision à moi, la décision du président de la République, décider par exemple d'instaurer des visas d'entrée pour les étrangers. Et on nous a fait comprendre à l'époque que c'est par la souveraineté, c'est par réciprocité, enfin, tous ces éléments qu'on met en exergue lorsqu'on traite d'égal à égal avec quelqu'un. Alors, bon, très bien, ça a été fait, mais 1 an et demi après, on revient dessus. On supprime ce processus-là, mais ce que les Sénégalais ne savent pas, c'est que nous avons perdu plus de 15 milliards de francs CFA dans cette opération, sans compter l'impact économique, social, négatif que ça a causé, notamment en matière de tourisme. Et je crois que les hôteliers qui sont sur le site de Saly Portudal ou d'ailleurs l'ont ressenti et s'en sont plaints. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le gouvernement est revenu sur ces choses-là. C'est-à-dire que ce sont des choses fondamentales, importantes, qu'un pays comme le Sénégal, au stade où nous ne sommes plus une république bananière, des décisions qu'un pays comme le Sénégal ne doit pas prendre sans avoir fait des consultations larges et sans avoir impliqué tous les acteurs concernés. Un autre point, le PUDC, Programme d'urgence développement communautaire. On va en venir au PUDC, mais PUDC. Avant d'y aller, Monsieur Touré, quelle appréciation allez-vous porter sur le manque de ressources humaines et financières au niveau du ministère de la promotion des investissements, alors que nul n'est censé ignorer que l'emploi des jeunes passe par les investissements? Je vais vous dire une chose. Le manque de ressources humaines dont vous parlez dans ce ministère-là, c'est un problème qui est quasi général. Et de mon point de vue, c'est beaucoup moins un manque de ressources humaines qu'un manque d'utilisation adéquate, optimale des ressources humaines qui existent. C'est un phénomène que nous avons souvent relevé. Écoutez, moi, le référendum m'a révélé des choses que j'ignorais. Lorsque le président de la République, au congrès de son parti, je crois que c'était le 7 mars, a demandé à la clôture du congrès, donc en pleine nuit, que tous les militants responsables de Benno Bokk Yakaar aillent dans leur terroir. Oui. Et j'étais surpris de voir que l'ensemble des ministres, des directeurs généraux, même des services qui jusqu'à présent étaient épargnés, la douane, les impôts ou d'autres structures, des directions générales, des agences, des choses, tout ce monde-là a déserté la République, dont le chef-lieu est à Dakar, pour aller pendant 15 jours faire la campagne. Pareille situation s'était produite au local de 2014. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Vous savez ce qui se passe? Il y a une surenchère. Ce qui s'est passé en 2014, c'est ça peut-être qui a servi de leçon. Vous savez pourquoi? En 2014, on a dit il faut que tout le monde aille faire de la politique dans son terroir. Mais attention... Et gagner à la base. Et gagner à la base. Oui. Mais attention... Il y avait même eu des sanctions après les locales. Ceux qui vont perdre vont être sanctionnés. Oui. Et certains, dont des gens qui occupaient des postes illustres, les ont perdus. Oui. Alors cette fois-ci, même des Sambaboy, les sourds, les machins, ont devoir, pour le petit poste qu'ils avaient, dire que je vais plonger dans le marigot, aller faire de la politique chez moi. Donc, c'était quasi général. Et c'est ça le drame qui se pose. Lorsque la République
est servi par des personnes qui sont partisans d'une façon ou d'une autre, la République est en danger. Et c'est dans cette situation-là que nous sommes. Vous ne pouvez pas trouver aujourd'hui un directeur général d'agence, un chef de service, un ministre qui ne porte pas la bandoulière d'un parti politique. Ça, ce n'est pas républicain. Oui. Et au mois de juillet, le PUDC aura bouclé une année à ce stade. Comment évaluez-vous l'impact de ce programme dans le monde rural? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on sort 113 milliards, il faut quand même que ça se voit quelque part. Donc, les petites réalisations, on a acheté des moulins à 1000 ici, on a fait un forage ici, etc., etc. Mais cela va de soi et c'est le minimum. Maintenant, dans cette évaluation qui a été faite, il y a des choses assez inquiétantes qui ont été dites. Lorsque j'entends dire par le Premier ministre et par le ministre porte-parole du gouvernement qu'on a procédé à un recadrage du PUDC, on a redéfini les rôles et responsabilités des différents partenaires dans le PUDC. Ensuite, on nous dit, oui, on a monté un comité de pilotage du PUDC. Mais enfin, c'est prendre le monde à l'envers. On n'attend pas qu'une structure, un projet aussi important fonctionne pendant plus d'1 an pour dire, maintenant, on va monter un comité de pilotage. Mais ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire très simplement que on ne l'avoue pas, mais que les résultats qui ont été observés sont nettement en deçà de ce qui était prévu et que le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement ne sont pas contents de ces résultats-là. Sinon, pourquoi ils iraient redéfinir des responsabilités, des rôles, recadrer? Recadrer, c'est grave, c'est un mot qui est très lourd. Qui a échoué à ce niveau, le PNUD ou bien l'État du Sénégal? Je n'ai pas accusé le PNUD. Moi, j'accuse le président de la République parce que c'est lui qui a pris la décision de convier ce projet-là au PNUD. Beaucoup de gens s'en sont inquiétés, s'en sont offusqués ici au Sénégal, non moi en particulier. C'est le président de la République qui a fait ce choix. C'est du pilotage à vue? Ah, c'est ce que je crois. Oui. À moins que le comité de pilotage qui vient d'être créé, bon, sur le papier, puisse redresser les choses. Oui. Autre point de l'économie, le transport aérien. L'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne peut-elle faire oublier les mauvais souvenirs laissés par l'ex-compagnie? Vous savez, Ndeye Fatou, quand dans le mouvement on tombe plusieurs fois, à un moment donné, il faut s'arrêter, se demander pourquoi on tombe tout le temps. Moi, de la petite expérience que j'ai en transport aérien, je ne suis pas un spécialiste. Seulement, en tant que président de la commission de l'UEMOA, j'ai eu à assurer une coordination des réunions périodiques entre les compagnies nationales de la sous-région, Air Ivoire à l'époque, Air Burkina, Air Mali, Air Sénégal à l'époque, même Air Mauritanie, qui n'est pas dans l'UEMOA, était venu. Donc, pour essayer de réfléchir ensemble sur comment rendre plus optimales leurs activités. Et on avait réussi dans ce cadre-là à faire en sorte qu'ils puissent éviter de faire les mêmes départs, les mêmes arrivées dans certaines villes. On avait pu réussir à faire qu'on puisse utiliser le billet de telle compagnie pour utiliser telle autre compagnie. Et on était sur le point de réussir à faire des achats groupés de carburant, de combustible, pour rendre les coûts moins élevés. Donc, ça, je l'ai appris dans ce pilotage-là. Et je me souviens, nous avons tenu une réunion ici à Dakar. Oui. Et nous avons eu la belle surprise de visiter un avion tout neuf d'Air Sénégal de l'époque. Les fauteuils étaient encore dans leur emballage en plastique. Oui. Mais alors, ce que j'ai appris par des spécialistes de l'époque, une compagnie nationale de la dimension de nos pays ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que ça demande des moyens énormes que nous n'avons pas. Et avec 40 milliards? 40 milliards, ça ne vous paie même pas le prix de 2 avions. Une compagnie nationale qui a la prétention de faire des vols d'abord intérieurs, c'est des avions spécialisés qu'il faut, genre ATR ou des choses comme ça, bombardiers, mais également faire des vols internationaux qui demandent encore d'autres types d'avions, des Airbus ou des Boeing 737, des Airbus A320, même plus élevés quand on va aller jusqu'à Paris. Donc ça exige une flotte. Et vous savez, quand vous avez 2 avions, il suffit qu'un des avions tombe en panne pour que pendant 1 mois, toute votre exploitation soit perturbée.
Or, notre compagnie, c'est 2 avions, 3 avions, etc., etc. Alors, c'est tout un problème. Si on a eu à créer Air Afrique à la naissance de nos États souverains, il y avait une raison. Si par ailleurs, après avoir bien réfléchi, on a créé des compagnies qui regroupent plusieurs pays, Sky, etc., il y a une raison. Je vais vous dire une chose. Ce que je vous dis n'est pas particulier au Sénégal. La Côte d'Ivoire est dans le même cas. La Côte d'Ivoire, Air Ivoire a été dissoute plusieurs fois et ils viennent de recréer une nouvelle Air Côte d'Ivoire. Mais Air Côte d'Ivoire qui est pratiquement un prolongement d'Air France. C'est à ces prix-là, avec un partenaire technique qui est solide, énorme, important, que ces compagnies peuvent subsister. Mais quand c'est le cas, mais le nom national n'est que presque fictif. Parce que ce sont ces compagnies-là qui gèrent, qui commandent et qui font ce qu'elles veulent. Alors donc, c'est des choix à faire. Mais moi, je ne suis pas persuadé... Êtes-vous optimiste avec cette nouvelle compagnie aérienne? Je ne suis pas persuadé que pour des problèmes d'honneur ou de fierté, d'orgueil national, on va coûte créer. Sénégal Airlines, quand ils l'ont créé, le premier jour, j'ai dit, ça ne va pas marcher. Et je peux vous amener des témoins qui vous le diront. Bon, ça, on verra, parce que finalement, pour l'instant, c'est une nébuleuse. Hein? On ne sait pas comment c'est monté, qu'est-ce qui va être fait, etc., etc. Mais on verra avec l'expérience. Mais sinon, c'est un marché extrêmement difficile. En tout cas, il y a une enveloppe de 40 milliards qui a été dégagée par l'État du Sénégal. Rien. 40 milliards pour une compagnie aérienne, c'est pour aller au marché et revenir. De votre point de vue, pourquoi l'Afrique ne parvient-elle pas à mettre en place des compagnies aériennes? Mais c'est ce que je vous disais, on avait réussi à créer Air Afrique. Qui est tombé en faillite. Qui est tombé en faillite parce que l'Afrique a des problèmes sérieux de gouvernance. Ça, je crois que ce n'est pas nouveau. L'Afrique a des problèmes sérieux de continuité dans les décisions politiques. Donc c'est un système qui pose problème plutôt que les hommes qui pilotent ces compagnies? Non, cela étant, nous avons des pilotes, des mécaniciens, des choses qui sont de toute première classe. La preuve, lorsque ces compagnies tombent, c'est des gens qui sont recrutés dans les pays arabes, un peu partout. Ce n'est pas là qu'est le problème, c'est le problème de la gestion politique et de la gestion technique. Parce que là aussi, c'est pareil. On crée ces sociétés-là, bon, on y casse un camarade du parti comme directeur général, on y casse un autre camarade du parti comme directeur financier. Comment voulez-vous que ça marche? C'est ça le grand drame qui se pose au Sénégal aujourd'hui. Oui. Je le dis et je le répète, si nous ne faisons pas attention, tous ces projets-là que nous faisons, que nous montons vont tomber à l'eau. Un exemple, je ne vise pas la personne, mais c'est le principe. Lorsqu'un directeur général d'une grande société nationale a été remercié pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas, disons pour insuffisance, je suis surpris qu'on le recycle pour le nommer à la tête d'une autre société nationale qui gère un secteur stratégique au Sénégal. On va en venir. Et voilà pour rester dans le domaine du transport aérien, êtes-vous emballé quand le ministre Maïmouna Ndoye Seck déclare Urbi Orbi que dès avril 2017, le premier avion va décoller à l'aéroport international Blaise Diagne? Je dirais enfin. Point. Vous y croyez? Enfin, point. En attendant de voir. En attendant de voir, parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous promet des choses. Mais entre-temps, d'ailleurs, moi, je ne comprends rien dans cet aéroport-là. Les partenaires viennent, on les change. On estime que cela exige des sommes que nous ne voulons pas payer. Nous en prenons de nouveaux, que nous payons 3 à 4 fois plus cher. Alors, c'est une nébuleuse. Il y a quelque chose qui pose problème. Et puis, comme je le dis tout à l'heure, je l'ai dit à propos des compagnies aériennes, Air France ou les grandes compagnies qui satellisent, n'est-ce pas, des compagnies nationales. Mais là aussi, le grand problème, c'est que c'est notre économie nationale au Sénégal, globalement, qui va être satellisée par des intérêts turcs, marocains, chinois ou autres. Même Air France traverse une crise sans précédent. Air France a fait des bénéfices ce temps-ci. Au mois de février, les prix de l'essence à la pompe ont baissé, même si le baril est toujours en deçà des $40. Êtes-vous satisfait puisque vous faites partie de ceux qui demandaient une baisse? Non, j'étais le premier à le dire. Oui. Déjà ici dans votre studio, le 2 novembre 2014, avec votre confrère que vous avez Pierre-Edouard Faye si valablement remplacé. Et le 15 décembre, la baisse que j'avais proposée, 100 francs, a globalement été appliquée. Oui. Là aussi, cette baisse, elle vous convient? Chez un de vos confrères, l'Observateur, je crois que c'est le nom, dans un article sorti le jeudi, le mercredi suivant,
Bon, la baisse a eu lieu. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, si c'était que ma seule victoire en politique, je suis un homme heureux. Même si je perds la commune de Gueltapé face Colobane, Ndeye Fatou. Alors... Peut-être qu'en 2018, ce sera la bonne. Non, je vais vous dire une chose. Oui. Pour moi, ce n'est pas un enjeu. C'est-à-dire c'est un exercice dans lequel il fallait s'engager. Mais croyez-moi, et vous le savez très bien, beaucoup de gens le savent, pour moi, ce n'est pas le couronnement d'une carrière politique d'être maire de Colobane face Gueltapé, bien que j'aime et que je chérisse mon quartier, la Gueltapé. Cela pourrait être un plébiscite de sa base politique. Peut-être bien, mais vous savez, on peut avoir plusieurs bases. Et je ne suis pas de Kaolack, comme vous, mais pourquoi je n'aurais pas une base à Kaolack aussi, avec mes amis de Kaolack qui sont là? Pourquoi je n'aurais pas une base à Kolda, mes amis de Kolda, à Saint-Louis, d'où je viens, pour une tournée de 3 jours qui a été quand même une excellente tournée. Oui, et si c'était à refaire, passage? Non, il faut refaire. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'il ne faut pas que les gens, c'est ce que j'explique souvent aux Sénégalais, les gens me disent, oui, mais ça ne va pas, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Et ils sont assis dans leur salon. Ou bien ils sont dans les grandes places, en train de jouer aux dames ou bien à la belote, ou aux petits chevaux là, n'est-ce pas? Il faut que les gens s'engagent, parce qu'on ne peut pas dire ça ne va pas, tout le monde se plaint, et puis personne ne bouge. Moi, souvent les gens me disent, mais ce que tu as dit là, je suis d'accord avec toi. Je lui dis merci, mais ce n'est pas suffisant. Si tu es d'accord avec moi, viens avec moi. Et c'est ça aussi, parce qu'il faut que les gens soient actifs. Et je crois que chaque Sénégalais qui se respecte devrait pouvoir, en se réveillant le matin, au-delà de réfléchir sur ce qu'il peut faire pour lui-même, réfléchir sur ce qu'il peut faire pour le Sénégal. Mais pour quelqu'un qui a des ambitions au plan national, gagner une mairie est un enjeu de taille. J'ai toutes les ambitions du monde, en tout cas toutes les ambitions qui peuvent être prêtées à un être humain. Un être humain. Oui. Pourquoi pas? Et pour en revenir à la baisse du prix, vous ne croyez pas que je sois en mesure d'estimer, qualifié, d'avoir certaines ambitions? Bien sûr, je vous le concède. Bon, je vous remercie. Et les prix de l'essence? Oui. Ces prix vous conviennent? Vous savez, moi, le prix de l'essence, je ne l'ai pas quitté, mais je prolonge. Parce que dans cette opération, ces 2 interventions que j'ai faites et tout cela, on s'était appesanti sur le prix du gasoil et de l'essence super. Mais c'est tout un ensemble. Parce que, évidemment, le gaz et tout ça, le pétrole lampant, le pétrole, l'essence pirogue. Oui. Mais, vous savez, la Sénélec, je crois que les gens commencent à en parler ces temps-ci. Oui. La Sénélec, à peu près, parce que je m'informe auprès de techniciens, ce n'est pas des écrits, mais des gens qui sont ou qui ont été au cœur de cette société-là. Presque le tiers de ces charges, c'est des charges de combustible. Alors, mais si le combustible en question baisse de manière aussi drastique, perd les 2 tiers de son prix, l'État, s'il est honnête, ne doit pas dire je versais une subvention à la Sénélec pour stabiliser le prix de l'électricité. Comme maintenant le prix du combustible a baissé, je retire ma subvention. Parce que s'il le fait, au fond, qui paye? C'est le consommateur. Oui. Il devrait maintenir cette subvention-là, comme dans le passé. Et cette baisse-là, la répercuter sur les populations. J'ai entendu dire que oui, mais le prix de l'électricité n'a pas d'influence sur le pain, le prix de la boulangerie. Mais ça a eu une influence sur tout. Et pourtant, il n'y a pas eu de baisse sur le prix du pain et même du transport. Oui, mais c'est parce que l'État n'a pas joué le jeu. Comme je vous dis, c'est l'État qui aurait dû, constatant cette baisse-là et ayant accepté à son corps défendant de baisser le prix du gasoil et du super, de dire je maintiens la subvention que je fais à la Sénélec, à charge pour la Sénélec de répercuter cette baisse-là sur les tarifs qu'elle applique. Mais si l'État retire sa subvention, la Sénélec compense avec les économies qu'elle fait sur le combustible. Et l'État ne perd plus rien, la Sénélec ne perd rien, et c'est vous et moi qui voyons nos factures maintenues ou alors augmentées. Oui, M. Touré, avant de fermer cette page économique, pensez-vous que le duo Pape Dieng et Youssou Diallo peut essayer de relancer la SUNEOR? Qui sont ces gens-là?
Ils sont connus du grand public. Ah non, mais moi je ne suis pas le grand public, excusez-moi. Je ne les connais pas. Parlez-moi de la Sunuor. Oui, je vous parle de la Sunuor. Mais Pape Dieng, et comment vous avez dit? Pape Dieng et Youssou Diallo, c'est un cadre du ministère de l'Agriculture. Bon, un homme du Sérail, on pourrait dire. Attendez, je crois savoir que Pape Dieng était à la Sénélec. Oui. À la Sénélec de l'Agriculture. Non, Youssou Diallo. Youssou Diallo. Oui. Ah bon, parce qu'il a été ministre de l'Agriculture? Non. Qu'est-ce qu'il a comme... Bon, je cadre ne connais dans pas. le ministère de l'Agriculture. Mais ils sont sortis de l'anonymat après ce décret qui les a nommés à la tête de la Sunuor. Moi, je n'aime pas viser des personnes. Oui. Mais ce que je dis de manière objective, et vraiment, il ne faut pas qu'ils m'envoient ces gens-là parce que je ne les connais pas. Je dis simplement que de ce que j'ai appris au niveau de l'État jusqu'en 2000, lorsque un ministre ou un responsable avait failli dans ses fonctions, dans sa mission, lorsqu'il avait estimé que ces responsables n'avaient pas été à la hauteur et qu'on l'avait enlevé de cette fonction-là, ma foi, on lui trouvait peut-être d'autres fonctions, mais subalternes. Oui. Mais on ne lui confie pas une chose plus importante ou aussi importante. Qui a échoué là, pourquoi il n'échouerait pas là aussi? Et comme je vous ai dit, la Sunuor, la Sénélec, c'est très important, mais la Sunuor ne l'est pas moins parce que c'est l'économie rurale du Sénégal qui repose sur l'arachide. Donc, il y a eu des périodes de l'arachide, nous avons vécu ça. Oui. Et on devrait, je pense, faire tout en sorte, après avoir bradé la Sunuor, le régime précédent, en vendant à perte, quand on fait le calcul, après avoir grassement dédommagé le propriétaire qu'il y avait récemment, je crois que quand même tout ça devrait nous servir de leçon pour qu'on puisse, comme je vous dis encore une fois, assurer à la Sunuor, à la Sénélec, à l'État, une gestion républicaine, une gestion responsable, une gestion transparente des choses. Le grand problème qu'il y a, je vais vous dire quel il est. Oui. Lequel il est. Il y a un grand parti traditionnel, le PS. Le PDS a été un vieux parti depuis 1974. Ces partis disposaient d'un réservoir de cadres qui, même s'ils étaient des militants, des responsables politiques, avaient quand même un soubassement technique, professionnel, qui pouvait plus ou moins permettre qu'ils puissent remplir des fonctions de ce niveau-là. Oui. Mais lorsque un parti qui n'arrive pas, même dans les petits villages, à installer ces structures qui accueillent toutes sortes de gens, je ne parle pas des transhumants, parce que les transhumants, au moins en ce moment-là... Vous faites référence à l'APR. Mais des gens qui sortent de prison, non, qui ne sortent pas de prison, qu'on a sorti de prison, qu'on a gracié, etc., prendre tout ce monde-là pour les mettre à la tête des instituts de l'État, je pense que c'est vraiment ne pas respecter les Sénégalais. Vous me dites que si je pense à l'APR, c'est de l'APR que je parle. Oui, donc vous ne faites pas confiance à ce duo ou bien vous n'êtes pas si pas emballé? Dit le duo, mais en tout cas, je dis, par principe, lorsqu'on a été remercié là, oui, vraiment, on ne doit pas vous mettre quelque part de plus important ou d'aussi important. Sous la présidence d'honneur de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et sous le parrainage de Monsieur Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, sous la présidence effective ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, sous la présidence effective de l'ambassadeur Sori Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur, l'honorable député, la présidente Ndeye Awa Mbodj vous invite à cette importante rencontre d'échange. Le réseau parlementaire pour la défense, la promotion et l'insertion des Sénégalais de l'extérieur organise le lundi 9 mai 2016 à la place du souvenir africain un symposium sur la problématique des Sénégalais de l'extérieur. Toutes les associations des Sénégalais de l'extérieur, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie sont... Et confirmez votre participation en appelant au 77 519 74 06 ou le 77 353 0008.
Face aux nombreuses difficultés qui assaillent la filière arachidière, quelles sont les solutions que vous proposez? Je vais vous dire une chose. Sur le plan agricole, aujourd'hui, de mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste en agriculture, je ne suis pas un ingénieur agronome, mais sur le plan de ma réflexion économique, autant il est important aujourd'hui de tout faire pour assurer l'autosuffisance alimentaire, disons-le, en matière de riz, mais au-delà du riz, les oignons, la pomme de terre, il y a d'autres spéculations dont les Sénégalais se nourrissent à longueur d'année et pour lesquelles nous pouvons avoir à court ou à moyen terme l'autosuffisance alimentaire. À côté de cela... Vous voulez parler des céréales et féculents? L'arachide, culture de rente, comme on l'a toujours défini, il est vrai que c'est l'arachide qui constitue la trame. Vous savez, quand vous faites un tissu, la trame sur laquelle on crée le tissu, c'est donc ça qui fait le maillage de toute l'économie du Sénégal, parce que toute la zone arachidière jusqu'en Casamance, tous ces villages, tous ces hameaux, tous ces gens ont toujours vécu de l'arachide. Et donner à l'arachide la place d'honneur qu'elle mérite, ce n'est pas comptabilité, ce n'est pas un problème de calcul pour voir si c'est rentable ou pas. C'est plus important que ça parce que ça irrigue tout le pays. Ça permet à des hameaux, à des villages, à des villes de renaître. Toutes ces villes qui sont en train de... Quand vous allez à Diourbel, vous avez envie de pleurer parce que justement, c'est l'arachide qui était l'élément qui fédérait le poumon essentiel, le poumon de cette ville-là. Oui. Et rien qu'en longeant la route, en voyant les murs décrépits, n'est-ce pas, SIB, vraiment, ça vous montre un peu à quel point cette ville est rendue. Mais tout ça, ça peut renaître, comme je vous dis, à condition qu'on fasse ce qu'il faut. Ndeye Fatou. Oui. La campagne arachidière dernière, la campagne d'avant, j'ai entendu des ministres, des responsables dire « Ah oui, nous sommes contents parce que les Chinois vont acheter notre arachide. » Mais ça, c'est une hérésie économique. C'est contre quoi tous les pays responsables se battent, c'est-à-dire exporter en un produit de la culture ou un produit du sol. Tout le monde essaie de transformer, mais nous avons été en avance avec nos huileries. De mon temps, puisqu'il paraît que je suis de l'autre siècle, il était interdit de sortir de l'arachide du Sénégal. Mes douaniers attrapaient tous les jours des camions d'arachide qui sortaient du Sénégal pour aller en Gambie ou ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus interdit, on encourage. Peut-être que l'exportation peut donner un coup de souffle à la filière. Pas du tout, parce que l'argent qui entre, la filière, c'est de permettre aux paysans, c'est de permettre au monde qui vit de cela, qui vivent des retombées de l'arachide, de respirer. C'est ça le problème, et c'est ça qui n'existe plus. Donc, moi je dis, l'arachide, même si comptablement, je sais pas, c'est pas rentable, semble-t-il, mais attendez, pourquoi nous faisons de l'arachide, nous sommes contents de l'exporter vers les Chinois et choses, et nous consommons de l'huile qui vient d'un ces doux végétal. Quel genre de végétaux? On n'a jamais su. Est-ce que ce n'est pas des mélanges d'ailleurs toxiques là qu'on nous envoie ici, que nous consommons depuis des années? Mais il doit y avoir possibilité, comme je vous dis, de pouvoir vivre de nos produits. Et sur le plan économique, sur le plan social, il y a des retombées absolument positives, contrairement à ce que peuvent penser des gens qui font des petits calculs. Les Chinois ne font pas l'affaire. Les Chinois ne font pas l'affaire. Mais les Chinois ou les Hongrois, c'est la même chose. Moi, je dis, c'est nous qui devons transformer notre arachide ici. Comment? Avec la faillite. Mais qui l'a mis en faillite? Qui a créé cette situation-là? Comme je vous dis, est-ce que... On accuse le régime libéral de Maître Abdoulaye Wade. Est-ce qu'il ne serait pas possible, comme je vous dis, de faire en sorte que la SIB renaisse, par exemple, pour transformer de l'arachide et qu'on fasse consommer ça aux Sénégalais, même si c'est à coût de subvention, parce que, comme je vous dis, ça génère des activités économiques. Autre secteur en crise, il s'agit de le chef de l'État, le président Macky Sall, décrit l'absence de patriotisme chez les leaders syndicaux du corps enseignant. N'est-ce pas une manière de jeter de l'huile sur, de l'huile sur le feu?
Ndeye Fatou, vous dites autre secteur en crise. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de me dire, voilà au moins un secteur qui n'est pas en crise? Parce que pratiquement tous les secteurs sont en crise. Il me sera difficile de le dire. Bon, alors, moi, ça me ferait plaisir. Au moins, je vous dirais, ah, cette fois-ci, j'applaudis. Vous savez, la risque de mots. Notre enseignement est à l'état moribond. J'ai même dit ça à Saint-Louis, il est en état de coma avancé. Les produits qui sortent de l'université, quel que soit le niveau de diplôme, des lycées et ailleurs, sont nettement en deçà du niveau requis. Sur vos antennes, on entend tous les jours s'exprimer, des étudiants, des professeurs, des choses. Mais alors, c'est vrai que le français n'est pas une référence, mais quand on utilise quelque chose, on essaie. Moi, je ne parlais pas bien Wolof, mais quand j'ai commencé à faire des émissions à Wolof, je me suis appesanti là-dessus pour apprendre. C'est le niveau qui est faible, mais ce n'est pas seulement en matière d'expression en français, mais il est faible également quand vous essayez de leur faire comprendre des choses de culture banale. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Le problème, ce n'est pas d'engloutir des dizaines, des centaines de milliards dans le système, parce que ça ne permet pas au système d'être fonctionnel. L'Université de Dakar, quand vous voyez les classements des universités africaines, j'en ai vu un récemment, ne cesse de régresser d'année en année. Mais quand il régresse, oui, dans le CAMES, c'est pas comme l'équipe de football qui perd peut-être une place ou deux places. Là, quand elle régresse l'université, c'est de 15-20 places. Dans les universités africaines, etc., etc. Alors, qu'on ne se voile pas la face. Parce que franchement, nous avons ça comme défaut, les Sénégalais. Et où sont les bons résultats obtenus dans le CAMES? Quels bons résultats? Nos professeurs, nos universitaires se bombent les torses. Il faut pas que ça nous voile la face. Vous savez, Ndeye Fatou, oui. En 60, nous étions 4 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes 14 millions de Sénégalais. Alors, ce ne sont pas quelques agrégés au CAMES, etc., qui doivent faire... Parce que sur 100 personnes, il peut y avoir 90 tocards et 10 brillants qui sortent du CAMES. Mais c'est ces 90 tocards-là qu'il faut repêcher. C'est pour cela qu'il faut faire au niveau. Il ne faut pas se complaire dans le nombre d'agrégés, le nombre de choses, tout cela. Non. Parce que si on le fait, on fausse le jeu. Il faut rapporter ça à la population, rapporter ça à la population des universités ou des filières dans lesquelles ces étudiants sont. Et vous verrez que ce n'est pas extraordinaire. Oui, dans l'éducation, on y reste avec cette enveloppe de 24 milliards dégagée par l'État du Sénégal. Cela pourrait être un début de solution, même si c'est sur 3 échéances qui débutent au mois de juin. Vous savez, ça, c'est des choses qu'on jette comme ça, comme on jette un os à un chien qui est de passage. 4 milliards, on met 30 milliards. Ça ne fait pas sérieux. Je crois que ce dossier mérite amplement. Et c'est le futur du Sénégal qui est en jeu. Parce que le futur du Sénégal, ce sont ces jeunes-là. Qu'on s'assoie et qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas en construisant de manière tout à fait absurde et maladroite de nouvelles universités dans des schémas dépassés. Ce n'est pas en essayant de faire, en s'en glorifiant ce que des autres ont fait il y a 30 ans et qu'ils ont abandonné. La France, notre référence. Oui. On crée, à l'image de la France, le système LMD. Je parle du vrai LMD, je ne parle pas de l'autre. Lutte, musique, danse. Voilà, le vrai LMD, mais... Est-ce que ce n'est pas celui-là qui est le plus en vogue? Mais le système LMD, l'autre, le sérieux, même en France, la France est dépassée par rapport à d'autres universités dans le monde. Et c'est pendant que la France est en train de réfléchir pour voir comment réadapter que nous, on adopte ça dans des conditions. En disant, on fait ça, mais avec le même système d'enseignement, les mêmes amphithéâtres, les mêmes règles de fonctionnement qui doivent être tout à fait différentes dans ce système-là. C'est bien que tout le monde est perdu, les étudiants comme les professeurs. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et moi, je suis désolé. L'enseignement de manière générale, que ce soit scientifique, technique ou autre, a de graves problèmes. Oui. Et je dois dire que l'ensemble des acteurs doivent s'asseoir, y réfléchir. C'est ça leur responsabilité. Oui. Aussi bien l'État que les enseignants,
doivent prendre conscience du fait qu'ils ont entre leurs mains le destin de ce pays-là. Oui. Et ce destin du pays mérite de part et d'autre des sacrifices, des tolérances, des compromis. Oui. Pourquoi pas des concessions de part et d'autre? Concessions, compromis, c'est ce que je viens de dire. Oui. Tout à fait. Parlons politique à présent. Avec ces retrouvailles APR-PDS agitées au sein de l'opinion, y aura-t-il un apaisement dans les relations assez heurtées entre pouvoir et opposition? Je vais vous dire une chose. Oui. Le référendum, même s'il n'a pas servi à grand-chose, il faut le dire, a servi à ça au moins. À quoi? Je crois qu'il a été le révélateur pour au moins une personne, le président de la République, que sa situation n'est pas des meilleures. Vous savez, le soir des résultats, c'était le 20 mars, je crois, oui. J'ai entendu par-ci, par-là, des gens danser. Ah, j'ai pris ma revanche sur tel. Ou tel, je l'ai battu dans son centre de vote. Dans certaines localités. Je l'ai battu dans son bureau de vote. Il y a 700 votants, 600 votants. Je l'ai battu ici. Donc, certains ont pavoisé, ont dansé, d'autres se sont trouvés malheureux, tout ça. Mais en fait, tous ceux-là se sont trompés parce que tous ceux-là ont mal lu les résultats de ce référendum-là. Et quelle est votre lecture? La lecture que je fais, et je crois que c'est ce que le président de la République, non, excusez-moi, le président de la PR, c'est différent quand même, oui. Quelquefois. C'est ce que le président de la PR a fait. Parce que s'il fait un appel du pied au PDS, de manière aussi voyante, aussi tonitruante, et même presque aussi gênante, c'est peut-être que lui-même, il a ses raisons, parce qu'il sait qu'avec ces godillots-là, n'est-ce pas, avec qui il est, n'est-ce pas? Vous voulez parler de Benno, des leaders de Benno? Tout ce monde-là, tout ce monde-là. Que vous avez quitté très tôt? Non, je l'ai quitté très tôt, vous me permettez cette parenthèse, parce que je l'ai fait comme j'avais fait à l'époque Benno Siggil Sénégal en 2009. Ce sont des coalitions de circonstances qu'on met en place pour un objectif déterminé, les élections ou l'élection qui va venir. Une fois que l'élection est passée, ces groupements n'ont pas de sens. Regardez, Benno Bokk Yakaar, moi j'aime bien mes amis du Parti Socialiste avec qui j'ai travaillé quand même pendant toute ma carrière. J'aime bien aussi mes amis de l'AFP qui sont, quoi qu'on dise, de sensibilité socialiste. Mais les tiraillements qu'il y a au sein de ces partis, il y en a dans d'autres partis où c'est plus feutré parce que peut-être les partis, bon, quand il y a le parti, il y a 15 personnes, évidemment, ça ne peut pas se sentir. Mais c'est pareil dans les autres partis. Alors, mais tout ça, c'est dû à cela. C'est dû à cela. Et alors, il va y avoir une recomposition, des implosions, des explosions et des regroupements. Et c'est ce que peut-être Macky Sall, pour parler de lui, oui, a compris et il anticipe. Parce que c'est vrai, le PDS, l'APR et Rewmi, en tout cas ces trois-là au moins, sont des partis qui ont... Pour Rewmi, Idrissa Seck est presque non partant. Oui, mais ce sont des partis qui partagent les mêmes gènes. Les mêmes gènes. Lesquels? Et ce sont ces gènes que leur a transmis qui, vous savez. Donc, pour se retrouver, ça doit être plus facile. Peut-on connaître ces gènes? Plus facile. Oui. Plus facile, c'est gènes. Plus facile que de s'allier avec d'autres. Je veux dire, si ce n'est pas des problèmes de personnes. Mais le président de l'APR, Macky Sall, l'a réussi avec son compagnonnage au niveau de Benno Bokk Yakaar. Il a réussi à quoi? Avec les présidents Niass et Ousmane Tanor Dieng. Il a réussi quoi? Il s'est allié aux socialistes. Depuis 2012. Comme il a réussi quoi? Et qu'est-ce que vous pensez que ça a pu lui apporter? Je vais vous dire une chose. Moi, je vous donne au moins, il gagne les élections. Je vous donne rendez-vous en 2017. C'est pas très loin, comme on dit, ñun ñëpp ak Sénégal ak réew mi ñëpp. Mais en 2017, des choses qui sont feutrées, des choses qui se trament, les choses qui se créent vont éclater au grand jour en 2017. Et c'est là que vous verrez si, justement, ce compagnonnage-là est productif. Mais attendez, Ndeye Fatou, s'il était aussi positif, ce compagnonnage, pourquoi le président de l'APR allait tendre la main au PDS? Il n'en aurait pas besoin. C'est ce qu'il a fait depuis 4 ans. N'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui, il prend la décision? Attendez, en 2012,
le président Wade, il faut en parler, a longtemps dit qu'il faut que la famille libérale se retrouve, n'est-ce pas? Oui. Il a dit pendant longtemps. Le président de la paix a toujours refusé. Et pourquoi aujourd'hui, subitement, celui qui prend l'initiative de proposer la chose, il y a quand même une raison. Qu'est-ce qui pourrait le justifier? Parce que je crois qu'il s'est rendu compte qu'il y a un regroupement, un aéroport de bras cassés, comme on disait Air Afrique, puisque vous me parlez de compagnie aérienne, c'est des tas d'employés là qui étaient là, qui ne faisaient pas grand-chose. C'est comme ça qu'on les appelait. Donc, de bras cassés, qui sont dans cette mouvance de ce qu'on appelle Benno Bokk Yakaar. Comme évoqué par certains de nos confrères, êtes-vous d'avis qu'il y a eu une théâtralisation dans ces accolades entre le leader de l'APR, Macky Sall, et l'ex-sénatrice Aïda Ndiongue? Vous savez, si j'avais vu les images, j'aurais pu commenter, mais je n'ai pas vu les images. Des Fatou, franchement, il faut que je vous dise. Oui. Moi, il y a des choses dont je ne m'occupe pas, qui ne m'intéressent pas. Et ces retrouvailles des entre l'APR et le PDS je ferme même les yeux des partie. fois. Non. APR, PDS, ça c'est quelque chose qui a une importance au plan national. Oui. Mais quant à qui fait l'accolade mais à qui... tout est parti de ces accolades entre le président et l'ex-sénatrice. Qui fait la bise à qui donne un coup de poing à tel, comme à l'Assemblée nationale. Ça, c'est j'ai écrasé là. Même les journaux là n'en parlent même plus. Dans une lettre ouverte adressée aux Sénégalais, Moussa Touré, vous avez mentionné tel père spirituel, tel fils, le wah-wahet rampant ou le grand bluff. Si je comprends bien, entre Wade et Macky, on a les mêmes faits et les mêmes gestes. Cette lettre ouverte date de quand, Ndeye Fatou? De 2014. 2014. Donc c'est très vieux. Oui. Et je crois que les faits m'ont donné raison. Entre-temps. N'est-ce pas? Oui. Les faits m'ont donné raison. Et d'ailleurs, moi, je vais demander... des droits de propriété intellectuelle. À qui? À ces gens-là, parce que c'est là que je vous disais le wah-wahet rampant. Et après, tout le monde a utilisé le wah-wahet. Le wah-wahet, c'est depuis Maître Abdoulaye Wade. Oui, mais on l'avait abandonné. 2011. On l'avait abandonné, mais pour celui-là, c'est la première fois qu'on l'a utilisé. Et maintenant, c'est devenu effectivement un lieu commun. Oui. Toujours dans l'actualité, après le retour des militaires français à Dakar, le Sénégal offre l'hospitalité aux GIs, je veux dire l'armée américaine. Comment vous accueillez cette nouvelle? Ce que je veux dire simplement, c'est que ça, ce sont des dossiers très délicats, très sérieux, très complexes. C'est vrai, c'est des dossiers qui ont une part de confidentialité. Mais je pense quand même qu'il faut un éclairage minimum aux Sénégalais, d'une part, et d'autre part aussi, je pense qu'avant de prendre des décisions aussi importantes, parce que, si j'ai bien compris, ils peuvent séjourner ici, ce n'est pas de venir et de repartir, non, mais de manière permanente. Oui. C'est ce que j'ai compris. Ça, quand même, dans certains pays, ce serait débattu à l'Assemblée nationale. Les vraies Assemblées nationales. Les vraies. On n'en a pas au Sénégal? Ah bah, ça, c'est à voir. D'une part, d'autre part, le peuple aurait été au moins informé, saisi avant que ça ne se passe. Mais c'est au détour d'un communiqué qu'on l'a appris. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, là aussi, il ne faut pas s'affoler. Parce que les Sénégalais sont bizarres. Ils disent qu'ils sont croyants, ils croient en Dieu. Mais pourquoi de temps en temps, on est le premier à avoir peur, à avoir une frousse extraordinaire, jusqu'à vouloir supprimer un festival à Saint-Louis par peur des djihadistes. Mais attendez, il faut quand même qu'on soit plus serein. Sinon, on va... Dans cette affaire, il y avait des non-dits par rapport aux finances, même surtout. Oui, il y avait des non-dits. Oui, bon, les non-dits, mais les non-dits, ça revient au même, parce que les non-dits, ça relève à vouloir imputer à l'organisation des charges qu'elle ne devait pas assumer. 15 millions de francs CFA. Des charges qui relèvent de l'État. C'est ça. Vous voyez que je suis quand même informé sur certaines choses qui m'intéressent. Bien sûr. En tant qu'expert en intégration africaine, quel examen portez-vous sur le blocus de la transgambienne qui commence à perdurer? Cette affaire-là, moi, je ne comprends rien. Parce que lorsqu'on parle de blocus, les Gambiens disent qu'ils n'ont rien bloqué. Du côté sénégalais, on dit qu'on n'a rien bloqué, etc., etc. Mais c'est une affaire navrante. C'est une affaire navrante, mais c'est une affaire qu'il faut clarifier rapidement. C'est une affaire qu'il faut régler rapidement. Mais je pense que, vous savez, je le disais à un ami Casamassé hier,
Si, moi je l'ai proposé en son temps, en 2011, au congrès de mon parti, il faudrait faire en sorte qu'il y ait, par la voie maritime, un départ de bateau à Dakar tous les jours et un départ de Ziguinchor tous les jours. Il faut mettre en œuvre de manière tout à fait confortable et conforme aux normes internationales cette voie de contournement. Cela étant fait, si nous pouvons faire en sorte que le pont se fasse, très bien, mais s'il ne se fait pas parce que la Gambie, usant et usurpant de sa souveraineté, refuse, mais nous devrons trouver des solutions. Et il faut que l'État assure la continuité du territoire. Et s'il le faut, en subventionnant les transports pour ceux qui font le contournement de la Gambie. Et il y a des solutions qui peuvent être prises sans faire la guerre à la Gambie, sans s'insulter, qui feront en sorte que si c'est fait et bien fait et fait de manière sérieuse, dans 6 mois, c'est la Gambie qui va demander qu'on revienne à des relations sereines. Étant apaisées. donné que le président en exercice de la CEDEAO et le chef de l'État sénégalais Macky Sall n'a-t-il pas l'obligation de négocier avec le régime de Yaya Jammeh, même s'il y a des bisbilles entre les deux pays? Des Fatou, ces présidences de la CEDEAO, de l'EMEA, tout ça là, c'est protocolaire. Hein. Ah oui. Ça ne confère aucun... Ce ne sont que des titres. Oui, c'est des titres, ça ne confère aucune prérogative, aucune force, etc. Pourtant, il en a usé au Burkina Faso. Oui, mais on a vu de quelle façon. Ça a été lamentable, non? Ça a été un échec. C'est là aussi, je dis, il faut discuter avec les gens qui savent. Moi, j'ai 15 ans de Burkina Faso, 7 ans comme directeur à la CEDEAO, 8 ans comme président de la commission de l'UEMOA. Oui. Le jour où il est allé, le jour où il a fait cette déclaration, j'ai dit, celui-là, il n'a rien compris. Je connais bien ce peuple-là. Parce que quand j'y étais, les Sankara, les Blaise, tout ça, étaient des sous-lieutenants. Donc, j'ai vécu toute cette période-là. Et je connais ce peuple. Donc, lorsqu'il signait cet accord-là, j'ai dit, avant, d'ailleurs, c'est sur vos antennes, je crois, à midi en français, 13h en Wolof, j'ai dit, d'ici cet après-midi, l'armée va se soulever pour venir encercler Ouaga et la population va se soulever. C'est ce qui s'est passé avant que mon émission ne passe. Oui. Donc, c'est ça. Mais quand il a lamentablement échoué, on l'a mis de côté. Il n'a pas été à la fête. Pourtant, il est président, comme vous dites, de la CEDEAO. Et pour en revenir au dossier gambien, quelle attitude devrait-il adopter? Moi, je ne veux pas faire parce qu'on va dire que je prends une position guerrière. Mais moi, j'ai eu à gérer le problème gambien en son temps. Oui. Lorsque la Confédération a éclaté, c'est moi, en tant que secrétaire d'État à l'économie, ai eu en charge le dossier de la Confédération. Et c'est après une mission étant à Banjul, où on devait parfaire tout le dispositif économique de la Confédération, et quand j'ai vu la manière dont nos frères et amis gambiens tergiversaient, après avoir été reçus par le président Daouda Diawara, après avoir discuté avec le ministre des Finances, du plan, etc., j'ai saisi le président Diouf de la terre gambienne en lui disant que, attendez, ces gens-là, je crois qu'ils s'amusent avec nous. Voilà comment le président Diouf a dit, je suspends la Confédération. Diawara dit, je fais éclater la Confédération. Après, on était comme 2 pays voisins, d'accord, mais souverains. Mais j'ai eu à user de certaines... Je ne veux pas dire ça ici, parce qu'on va dire que... n'est-ce pas? Mais qui ont été productifs. Mais dans cette logique de trouver des solutions, vous pouvez mon ami, en parler. le ministre des Finances de l'époque, qui est réfugié au Sénégal, Sékou Sabali, s'il m'entend, il saura de quoi je parle. Et quelles ont été vos astuces? Non, je ne peux pas le dire ici. Hors de chez nous, à Londres, on a élu un maire musulman, Sadiq Khan. De la sorte, cette capitale européenne ne donne-t-elle pas une leçon aux militants conservateurs de l'Europe? Je vous félicite parce que cette nouvelle est toute fraîche, hein, et Walfadjri est déjà au courant. Oui. Non, ça prouve simplement que les Britanniques, c'est un peuple... bon, chaque peuple a ses petites faiblesses, ses petitesses, racistes, xénophobes, tout ça là, mais à des niveaux différents. Et moi, je disais tout à l'heure à quelqu'un, je me suis senti toujours à l'aise à Londres. Pourquoi? Beaucoup plus que je me suis senti à l'aise en France ou chose. Parce que, justement,
c'est un pays où les gens ne font pas attention, en tout cas de manière visible, à ces différences-là, où il y a une tolérance dans les pratiques. Alors, donc, ça ne me surprend pas. Et vous savez, il y a des sondages qui ont été faits, ou des tests plus ou moins élargis, pour demander aux gens si en France, ils pensent que ça pourrait se passer. Et tout le monde disait, c'est trop tôt. Et je ne sais pas pourquoi c'est trop tôt. Et aujourd'hui même, dans une émission que j'ai regardée, c'est dans l'air, n'est-ce pas? Jusqu'à 17h, il parlait justement de la représentativité, de la représentation très forte des minorités dans les municipalités en Grande-Bretagne, qui sont maires de plusieurs municipalités, etc. Et quelqu'un qui voulait défendre la France disait, mais en France aussi, et l'autre lui disait, mais en fait, ce sont que de simples conseillers municipaux qu'on a mis là pour colorer un peu le conseil municipal. C'est pas plus que cela. Donc, ça ne surprend pas. Vous prenez Obama aux États-Unis. C'est vrai, il y a encore du racisme et tout cela, mais aussi c'est un pays où les gens respectent la valeur des autres, et quelle que soit la couleur de leur peau. Parce que c'est à travers la valeur, le comportement des gens qu'on se sert de leur couleur, n'est-ce pas, pour les rabaisser ou les brimer. Mais je dois dire que chez nos cousins français, et Dieu sait que je suis très attaché à ce pays-là pour plusieurs raisons. Les mentalités ne sont pas encore prêtes pour arriver à avoir un maire de Paris qui soit... Parce qu'on dit musulman, d'accord, mais il est plus que musulman, ce monsieur-là. C'est un Asiatique qui est né, c'est vrai, à Londres, mais ses parents étaient des immigrés. Oui, il est d'origine pakistanaise. N'est-ce pas? Donc, il y a ça en plus. Ça, ils ne disent pas. Bon, ils disent musulman. Mais il est ça en plus. Donc, c'est un double défaut, une double faiblesse, éventuellement, comme on aurait pu le constater dans d'autres pays. Oui, aux États-Unis, une femme pourrait être présidente des États-Unis. Il s'agit de Hillary Clinton parce qu'elle est maintenant en pole position dans les sondages pour la présidentielle de novembre. Comment vous appréhendez cette situation? Non, moi, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, les États-Unis, c'est un peuple souverain. Ils ont leur mentalité, ils ont leur manière de fonctionner. Et ce serait quand même dommage de voir s'affronter Hillary Clinton et M. Trump. Donald Trump. Parce que personne, même les analystes les plus pointus... Il a moins de chance face à Mme Clinton. Les plus pointus ne s'attendaient pas à ce que Donald Trump arrive à ce stade-là. On dit qu'il a moins de chance, mais ça, on l'a dit pendant toutes les primaires qui se sont passées un peu partout. Effectivement. Et chaque fois, il a gagné. Alors, donc vous ne sous-estimez pas le cas Trump? S'il gagne, il faudrait que les Sénégalais qui sont aux États-Unis rentrent au Sénégal. Parce qu'aucun musulman ne va entrer dans le territoire américain. Aucune minorité ne va être tranquille aux États-Unis. Au même moment, une autre femme, il s'agit de Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, sa destitution semble se préciser. Et on lui reproche d'avoir maquillé les finances publiques. Vous qui faites partie des gens qui aiment la bonne gouvernance, quelle est votre position? Oui, je parlais du Sénégal tout à l'heure, mais je crois que dans ce domaine-là, vous savez, il y a des pays qui ont ce genre de culture. Il y a 20 ans, 30 ans, toute l'Amérique latine était gangrénée par des dictatures, pouvoir aux militaires, par la corruption, la gabegie. Beaucoup de pays s'en sont remis. Et ma foi, le Brésil est encore au stade où il est. Et c'est ce qui est dommage parce que le Brésil est la 6e puissance du monde. Le Brésil fait la moitié de la superficie pratiquement de l'Amérique du Sud. Malheureusement, ils sont encore dans ces choses-là. Et vous parlez de Dilma Rousseff, mais vous savez que le président de la Chambre là également a été destitué. Oui. Et au train où vont les choses, mais je crois qu'il faudrait que tous les hommes politiques soient mis de côté pour qu'on fasse régénérer des jeunes et d'autres nouveaux pour prendre en charge ce pays-là. Et c'est dommage. Oui. Mais ce qui est le plus dommage, c'est qu'une icône comme l'ancien président Lula se trempe dans ces tripatouillages-là. Corruption. Et même s'il n'a rien fait, moi,
le signal alarmant que j'ai perçu, c'est quand il a accepté d'être chef de cabinet, ce qui veut dire Premier ministre chez eux, de Rousseff. Oui. Alors, ça veut dire que, comme on dit en français, qu'il sent mordre se mouche. Donc, il se sentait menacé. Il cherchait une protection. Il cherchait une porte de sortie, il cherchait une protection. Et c'est dommage pour un grand homme qu'on a assimilé en son temps à des hommes de dimension comme Mandela ou comme tant d'autres. Monsieur Moussa Touré, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Parti citoyen pour l'éthique et la transparence, cette Diarigne Samareo, et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci beaucoup, Ndeye Fatou, et bon dimanche à vous. Merci. Bon dimanche à vos téléspectateurs et à vos collègues et collaborateurs de Walfadjri. Merci à vous. Grand merci aux auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à Aline Badara Ndiaye, le génie, Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain et Inch'Allah,